Le diamant, le saphir de la trahison. Le diate, le diamant de la trahison. Le saphir qui a ruiné l'amante et le magnat. Bienvenue. On dit que les diamants sont le meilleur ami d'une fille, mais entre de mauvaises mains, ils ne sont qu'une preuve. Avant d'écouter cette incroyable histoire de vengeance et de justice corporative, assurez-vous d'être prêt pour le drame. Aimez, partagez et cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Ce soir, vous entendrez l'histoire d'Elena Vargas, une femme qui a vu Carla Rubio, la maîtresse de son mari, se vanter d'un énorme anneau de saphir lors d'un dîner. Carla pensait avoir remporté le gros lot, le mari riche, le statut et le bijou. Elle croyait que l'épouse était distraite, mais elle ne savait pas que l'anneau ne faisait pas que briller. Il contenait une histoire secrète qui détruirait sa vie et mènerait à la faillite le mari qu'elle avait volé. La trahison a un prix, et ce soir, la facture est payée. Le saphir de la discorde, un vol en pleine vue, l'air dans la salle à manger privée de l'ambassade, le restaurant français le plus exclusif de Madrid, sentait l'huile de truffe, l'argent ancien et le désastre imminent. Elena Vargas était assise à la tête de la table en acajou, sa posture impeccable. Elle portait une robe vintage en velours noir qui absorbait la lumière tamisée du lustre, rendant sa peau pâle presque marmoréenne. Pour l'observateur extérieur, elle était l'image de l'épouse riche et obéissante. Elle était la femme derrière Marcos Soler, le charismatique PDG de Soler Logistica. Mais Elena n'était pas seulement derrière Marcos. Elle était le fondement sur lequel il se tenait. Bien qu'il l'ait oublié depuis longtemps, elle but lentement une gorgée de son eau gazeuse, ses yeux balayant la table. Ce soir était censé être une célébration de la fusion avec le groupe Science. Arturo Science, un requin aux cheveux argentés, était assis à sa droite, discutant de handicap de golf, mais la concentration d'Elena était entièrement sur les 2 chaises vides devant elle. Marcos était en retard, et il ne venait pas seul. Alors Elena, dit Arturo, se penchant. La voix rauque. Marcos me dit que les projections trimestrielles sont en flèche. C'est un génie, votre mari. Elena sourit. C'était un pli de lèvres froid et entraîné. Marcos a toujours été ambitieux, Arturo. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Comme un futur où il ne perd pas tout, pensa-t-elle. Juste à ce moment-là, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent en grand. Les conversations dans la pièce s'arrêtèrent instantanément. Marcos Soler entra, rayonnant de cette arrogance spécifique qui vient de l'argent frais et d'un excès de parfum. Il était beau, d'une manière large et agressive, dans un costume italien sur mesure qui coûtait plus cher que les voitures de la plupart des gens. Mais personne ne regardait Marcos. Accrochée à son bras, se tenait une femme qui semblait tout droit, sortie d'un filtre Instagram haute définition. Elle était jeune, douloureusement jeune, avec des extensions blondes en cascade, et une robe rouge qui était peut-être une taille trop petite et un ton trop brillant pour un dîner d'affaires. C'était Carla Rubio, l'assistante exécutive de Marcos. Elena sentit une sensation familière de brûlure dans sa poitrine, mais l'éteignit instantanément avec un jet mental d'eau glacée. Elle était au courant pour Carla depuis 6 mois. Elle savait pour l'appartement dans le quartier de Chambéry. Elle savait pour les voyages à Lisbonne étiquetés « Inspection de la chaîne d'approvisionnement ». Elle savait tout. « Désolé pour le retard, tout le monde », résonna Marcos, sa voix remplissant la pièce. Le trafic sur la M30 était un cauchemar, et bien sûr, nous avons dû nous arrêter pour une petite célébration en chemin. Il serra la taille de Carla, trop fort pour un patron et son employé.
Carla rit, un son qui irritait Elena comme du papier de verre. Marcos est tellement perfectionniste, gazouilla Carla, balayant la pièce du regard. Ses yeux se posèrent sur Elena, et pendant une fraction de seconde, le masque glissa. Il y eut un éclair de triomphe dans les yeux de la fille, un regard qui disait « Je suis là et tu ne peux rien y faire. » « Elena, chérie, » dit Marcos, guidant Carla vers les sièges vides. « Tu te souviens de Carla? J'avais besoin d'elle ici ce soir pour prendre des notes sur les détails de la fusion. Des choses cruciales. » Elena ne cligna pas des yeux. « Bien sûr, Carla. C'est un plaisir de vous revoir. Je ne savais pas que les assistantes exécutives étaient requises pour les dîners de célébration, mais Marcos dépend tellement de vous. » Arturo Sáenz se racla la gorge, ayant l'air mal à l'aise. Dans ces cercles, les liaisons étaient courantes, mais s'en vanter lors d'un dîner de fusion était un manquement au protocole frôlant la folie. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit Elena, indiquant les chaises. Le sommelier était sur le point de servir le Petrus 82. Carla s'assit, jetant ses cheveux par-dessus son épaule. Alors qu'elle se rapprochait de son verre d'eau, elle fit un geste pour étendre sa main gauche. Elle la maintint là, suspendue en l'air pendant un moment trop long, s'assurant que la lumière capterait l'objet à son annulaire. C'était une bague, un énorme saphir bleu profond, entouré d'un halo de diamants anciens. La température de la pièce sembla chuter de quelques degrés. Elena fixa la bague. Elle ne haleta pas. Elle ne cria pas. Elle se figea simplement, son cœur battant un tambour de guerre contre ses côtes. Elle connaissait cette bague. Non, ce n'était pas juste un bijou que Marcos avait acheté chez Tiffany's pour faire taire sa maîtresse. C'était le saphir solaire. Il avait appartenu à la grand-mère d'Elena, une matriarche de l'industrie du transport maritime, qui avait été enterrée avec une réplique parce que le vrai était trop précieux pour être mis en terre. Il était censé se trouver dans le coffre-fort de la Banco Soberano, un coffre auquel seuls Marcos et Elena avaient accès. Marcos l'avait volé. Il avait volé l'héritage de sa famille et l'avait mis au doigt d'une fille de 24 ans qu'il avait rencontrée lors d'un salon nautique. Carla vit Elena regarder. Elle sourit, une expression cruelle et féline. Elle ajusta la bague, la faisant pivoter pour que le saphir fasse face directement à Elena. « Y a-t-il un problème, Madame Soler ?» demanda Carla, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Vous avez l'air un peu pâle. » Elena prit lentement sa serviette et la plaça sur ses genoux. Le choc était passé, remplacé par une clarté froide et létale. Le jeu avait changé. Avant ce soir, Elena planifiait un divorce. Mais maintenant, elle planifiait une annihilation. « Je vais parfaitement bien, Carla, » dit Elena, sa voix douce comme de la soie. « J'admirais simplement votre bijou. Il est assez distinctif. » Marcos rit nerveusement, se servant un verre de vin. « Ça? Juste une petite babiole. Tu sais à quel point Carla travaille dur. Bonus de performance. »« Un bonus, » répéta Elena. « Quelle générosité !» Elle regarda Arturo Sáenz. L'avocat regardait également la bague, le front plissé. Il l'avait reconnue. Il avait géré la succession de la grand-mère d'Elena. Elena capta le regard d'Arturo et lui fit un hochement de tête, à peine perceptible. « Pas encore, » lui indiqua-t-elle. Le serveur arriva avec les amuse-gueules, foie gras avec confiture de figue. Pendant que les assiettes étaient placées, Carla se pencha vers Marcos et lui murmura quelque chose, riant à nouveau. Elle posa sa main sur son épaule, le saphir brillant agressivement. « Alors ?» dit Carla, s'adressant à la table mais regardant Elena. « Marcos me dit que cette fusion va nous rendre tous très riches. Je l'ai aidé à chercher de nouvelles propriétés pour le domaine. Nous pensons que le domaine actuel est un peu démodé. » « Vous ne trouvez pas, Elena ?» L'audace était stupéfiante.
Non seulement elle portait la bague, elle redécorait la vie d'Elena. Elena coupa son foie gras avec une précision chirurgicale. Le domaine de la finca est dans ma famille depuis 3 générations. Carla, il est démodé parce qu'il a une histoire, quelque chose que vous pourriez trouver difficile à acheter. Quel que soit le budget, le sourire de Carla vacilla. Eh bien, Marcos aime les choses neuves. N'est-ce pas, chérie? Marcos s'étouffa légèrement avec son vin. Moi? Eh bien, les rénovations sont toujours une option. Mais parlons affaires. Arturo, l'évaluation. Alors que Marcos se lançait dans un monologue sur la synergie et les options d'achat d'actions, Elena se pencha en arrière. Elle observa la façon dont Carla caressait l'anneau, le possédant, le réclamant. « Profitez-en tant que vous le pouvez », pensa Elena, car au moment du dessert, cette bague vous semblera plus lourde qu'une paire de menottes. L'interrogatoire. La mathématique de la trahison. Le premier plat fut retiré, remplacé par une crème de homard. Mais la tension restait aussi épaisse que la crème de la soupe. Marcos buvait trop vite. Elena s'en rendit compte immédiatement. C'était son indicateur. Quand Marcos se sentait en contrôle, il sirotait du scotch coûteux. Quand il sentait les murs se refermer, ou quand il mentait effrontément, il avalait du vin rouge comme de l'eau. Il en était actuellement à son 3e verre. Carla, en revanche, semblait devenir plus audacieuse à chaque minute qui passait. Elle interprétait clairement le silence d'Elena comme une soumission. Dans l'esprit de Carla, elle avait déjà gagné. Elle était la plus jeune, la plus sexy, assise à la grande table, arborant l'héritage de l'épouse à son doigt. « Cette soupe est délicieuse », annonça Carla, bien qu'elle l'eût à peine touchée. Elle se tourna vers Arturo Sainz. « Vous savez, Marcos et moi discutions du branding pour la nouvelle société. Je pense que Solar Global sonne tellement mieux que de garder les noms hérités. Il est temps pour un nouveau départ, n'est-ce pas? » Arturo Sainz, qui avait été le conseiller juridique du père d'Elena pendant 30 ans, s'essuya lentement la bouche. Il regarda Marcos. « Est-ce que vrai? Vous consultez sur le branding maintenant, mademoiselle Rubio? »« J'ai le sens de ce que les gens veulent, » dit Carla, montrant à nouveau l'anneau en gesticulant. « Et les gens veulent du pouvoir. Ils veulent Marcos. » Elena prit une gorgée d'eau. « Perspective intéressante, » dit-elle doucement. « Bien que, généralement, les décisions de branding soient prises par le conseil d'administration. Pas pendant la discussion sur l'oreiller. » Les yeux de Carla se plissèrent à mission. Marcos est le conseil d'administration, essentiellement. Tout le monde sait qu'il mène la danse. Marcos rit, un son sans joie. « Doucement, doucement. N'ennuyons pas les dames avec la structure d'entreprise, hein, Arturo? » Carla est juste enthousiaste. Elle est très passionnée. « Je peux le voir, » dit Elena. Elle tourna son regard directement vers la bague. Il était temps de commencer à tirer sur le fil. « En parlant de passion, Marcos, c'est un bijou vraiment remarquable que vous avez donné à Carla. Vous avez appelé cela un bonus de performance? » Marcos se radit. Il ajusta sa cravate. « Oui. Eh bien, vous savez, trimestre solide. »« C'est curieux, » continua Elena, d'une voix conversationnelle. Car je ne savais pas que nous avions les liquidités pour un achat de cette magnitude. Un saphir de cette taille. À en juger par la taille, il semble être une taille coussin du début du 20e siècle. Non chauffé, probablement du cachemire. Il se vendrait pour plus de 300 000 €. Les yeux de Carla s'écarquillèrent. Elle regarda la bague avec une avidité nouvellement découverte. Elle n'avait clairement aucune idée de sa valeur. Elle savait seulement qu'elle était grosse et bleue. « 300 000 ?» souffla-t-elle. « Au moins, » dit Elena. « Peut-être le double s'il a une provenance spécifique. » Elle regarda Marcos. « Êtes-vous allé chez Sotheby's, chérie, ou peut-être Christie's? »
Marcos transpirait maintenant. Des gouttes de sueur se formaient sur son front, malgré la climatisation fraîche. J'ai un revendeur privé. Écoute, Elena, pourquoi parlons-nous de bijoux? Nous avons une fusion à signer. Parce que les détails comptent, Marcos, dit Elena. Tu sais à quel point j'aime les antiquités. Puis-je regarder de plus près, Carla? Carla hésita. Son instinct était de retirer sa main, de thésauriser son trésor. Mais elle voulait aussi le frotter au visage d'Elena. Elle voulait qu'Elena voie chaque facette de sa défaite. Bien sûr, dit Carla, tendant sa main par-dessus la table. Mais ne le touchez pas, il vient d'être ajusté. Elena n'avait pas besoin de le toucher. Elle se pencha, ses yeux fixés sur la monture. Là, sur le côté de l'anneau en platine, il y avait une gravure minuscule, presque invisible. Vincent cuit parti tour, le conquérant qui persévère. La devise familiale des de la Serna, le nom de jeune fille de la mère d'Elena, était indéniable. Marcos avait cambriolé le coffre-fort de la grande succursale de la Banco Soberano. Magnifique, murmura Elena. Vraiment unique. Marcos a un goût excellent, se vanta Carla, retirant sa main. Il prend certainement des risques, dit Elena, se penchant en arrière. Dis-moi, Carla, t'a-t-il dit où il l'avait trouvé? Il a dit qu'il l'avait fait faire sur mesure pour moi, mentit Carla. Ou peut-être répétait-elle le mensonge de Marcos. Il a dit que le bleu s'accordait avec mes yeux. Elena rit doucement, un son sec et sans humour. Fait sur mesure, c'est fascinant. Pourquoi cette monture est-elle édouardienne? Ils ont arrêté de faire ses griffes en 1915. La table devint silencieuse. Marcos frappa son verre de vin, éclaboussant de liquide rouge la nappe blanche. Elena! Assez avec la leçon d'histoire. Tu ennuies tout le monde. Je trouve ça fascinant, intervint Arturo Sáenz. Sa voix était comme du gravier. Il regardait Marcos avec un regard de prédateur. Arturo connaissait la devise. Il connaissait la bague. Et maintenant, il savait que Marcos n'était pas seulement un adultère, mais un voleur. Marcos, dit Arturo lentement, nous devrions peut-être discuter des actifs énumérés dans l'accord de fusion, en particulier les actifs liquides et les propriétés personnelles. Nous pouvons faire cela plus tard, s'exclama Marcos. Commandons le plat principal. Serveur! Alors que les serveurs s'empressaient de remplir les verres et de prendre les commandes de plats principaux, un étrange sentiment de calme envahit Elena. La colère était partie. À sa place, il y avait le calculateur froid d'une PDG, que, sans que Carla ne le sache, Elena était réellement. Voyez-vous, Marcos aimait jouer l'homme important. Il était le visage de Soler Logistica. Il faisait les discours. Il serrait les mains. Il était assis dans le bureau du coin. Mais l'entreprise était structurée comme une holding de la fiducie de la Serna. Et la seule fiduciaire, Elena Vargas. Marcos était un employé salarié avec un titre très chic. Il pouvait dépenser de l'argent, bien sûr. Il pouvait prendre des décisions. Mais il ne pouvait pas vendre l'entreprise. Et il ne pouvait certainement pas donner des reliques familiales qui étaient répertoriées comme des actifs de la fiducie. En donnant cette bague à Carla, Marcos n'avait pas seulement insulté Elena. Il avait commis un vol et un détournement de fonds contre la fiducie. À ce stade, pensez-vous que le crime de Marcos mérite la prison ou seulement le divorce? Laissez votre opinion dans les commentaires. Elena prit son menu. « Je pense que je vais prendre le chevreuil », dit-elle au serveur. « Saignant, très saignant. » Elle regarda Carla, qui était occupée à chuchoter à l'oreille de Marcos, essayant de le calmer. « Carla, » dit Elena. Carla leva les yeux, ennuyée. « Assurez-vous de ne pas laisser tomber cette bague, » dit Elena, baissant d'une octave sa voix. Ce serait dommage de la perdre avant de découvrir ce qu'elle coûte réellement. Carla roula des yeux.
Je ne vais pas la perdre, Elena. Elle est à moi. La possession fait 9/10 de la loi, dit-on. Mais le dernier 10e, réfléchit Elena. C'est la partie qui envoie les gens en prison. Marcos se figea. Il regarda Elena. Il la regarda vraiment. Pour la première fois ce soir, il vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il ne vit pas son épouse trophée soumise. Il vit la fille de l'industriel assez impitoyable pour avaler des concurrents entiers. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» exigea Marcos, sa voix tremblant légèrement. « Ça signifie, sourit Elena, que le dîner va devenir très intéressant. » Le rendez-vous de l'annihilation. Vous ne pouvez pas partir. La police est dans le hall. Pour comprendre l'ampleur de l'erreur que Marcos Soler venait de commettre, il fallait comprendre l'histoire de l'Empire de la Serna. Elena n'était pas simplement une épouse riche. Elle était la fille unique de Don Ernesto de la Serna, un homme qui avait bâti un empire logistique non pas avec des poignées de main, mais avec des contrats blindés et des stratégies d'acquisition impitoyables. Lorsque Don Ernesto mourut il y a 10 ans, le monde supposa que son gendre beau et charismatique, Marcos, avait hérité du trône. Les journaux titraient « Le nouveau roi de la logistique, Marcos Soler, prend la barre ». Mais les journaux n'avaient pas lu les petits caractères du testament de Don Ernesto. Don Ernesto aimait Marcos. Il le trouvait charmant, énergique et utile pour les relations publiques. Mais Don Ernesto ne faisait pas confiance à Marcos avec de l'argent. Il avait vu la façon dont Marcos pariait sur des valeurs sûres, la façon dont il achetait des voitures de sport qu'il ne conduisait pas, et la façon dont ses yeux déviaient vers chaque jupe qui passait. Alors Don Ernesto avait construit une cage faite d'or. L'entreprise entière, l'immobilier, les actifs liquides et, oui, la collection de bijoux, furent placés dans la fiducie irrévocable de la Serna. Marcos fut nommé PDG de la société d'exploitation, avec un salaire généreux et un bonus discrétionnaire. Mais le pouvoir, le droit de veto, la propriété des actifs physiques, cela restait avec la fiduciaire. Elena. Pendant 10 ans, Elena avait permis à Marcos de jouer le rôle. Elle était restée en retrait, élevant leurs 2 enfants, actuellement dans un pensionnat en Suisse, organisant les galas et corrigeant discrètement les erreurs commerciales de Marcos depuis l'ombre. Elle avait protégé Marcos de lui-même. Elle avait construit le mythe de Marcos Soler, le PDG génial. Et comment l'avait-il payé? En trouvant un mannequin Instagram de 24 ans, en l'installant dans un appartement payé, Elena réalisa maintenant, probablement en détournant des fonds du budget d'entretien, et en volant la bague de fiançailles de la matriarche de la famille. La bague fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elena était assise à la table de l'ambassade, regardant Marcos rire trop fort à l'une des blagues polies d'Arturo. Elle se rappela le jour où elle avait montré à Marcos le coffre-fort. C'était il y a 5 ans. Ils mettaient à jour leur testament. Elle avait ouvert la lourde boîte en acier de la banque souveraine, et la lumière bleue du saphir avait inondé la petite pièce stérile. « Il vaut plus que la maison », lui avait-elle dit. « C'est le mécanisme de sécurité. Si tout tombe à zéro, si le monde finit, cette bague reconstruit la famille. » Marcos l'avait regardée avec faim, pas avec révérence. Maintenant, alors que Marcos s'étouffait avec son vin pour la 3e fois, Elena savait que l'heure était venue. Sous la table, Elena sortit son téléphone. Elle déverrouilla une application sécurisée liée à l'entreprise de sécurité privée de son père, Blackstone Global. Elle tapa un message rapide au chef de la sécurité. Message, priorité 1, Banco Soberano, coffre 404, vérifiez les journaux d'accès des 3 derniers mois. Sécurisez les séquences vidéo.
De plus, exécutez une recherche complète d'actifs pour Carla Rubio. Je veux savoir tout ce qu'elle possède, loue ou achète. Lancez le protocole. Dissolution. Pool NVR. Le téléphone vibra avec une réponse 3 secondes plus tard. Accusé de réception, Madame Soler. ETA pour les journaux. 10 minutes. L'équipe est en mouvement. Alors, Carla, dit-elle, sa voix agréable. Le jet n'appartient pas à la compagnie. Il appartient à la fiducie. Marcos le loup. Et la location? Eh bien, elle est sujette à révision. Comment avez-vous catégorisé l'achat de la bague? Était-ce aussi une dépense d'affaires? Marcos s'étouffa avec son vin à nouveau. Il reposa le verre lourdement. Je t'ai dit que c'était un bonus. De mes économies personnelles. Tes économies personnelles? Répéta Elena. C'est impressionnant, étant donné que nous avons un compte joint et que je vérifie les livres tous les mois. Je n'ai pas vu de retrait de 300 000 €. Tu as gagné à la loterie, chérie? Carla fronça les sourcils. Elle sentait le danger maintenant. L'air dans la pièce vibrait d'hostilité. « Pourquoi l'interrogez-vous » s'exclama Carla à Elena. « Il m'a acheté un cadeau. Vous êtes jalouse qu'il ne vous en ait pas acheté un. » Arturo Sáenz laissa échapper une toux courte et aiguë, qui ressemblait étrangement à un rire. Elena tourna son regard vers Carla. C'était un regard si froid qu'il aurait pu geler le vin dans les verres. La jalousie est pour les personnes qui ne possèdent pas de choses, Carla. Je n'ai pas besoin de cadeaux. Je possède la boutique. « Assez !» cria Marcos, frappant sa main sur la table. Les couverts s'entrechoquèrent. « Elena, tu es en train de ruiner le dîner. Arturo, je m'excuse. Ma femme est fatiguée. » « Je ne suis pas fatiguée, Marcos, » dit Elena, sa voix calme et ferme. « Je suis parfaitement éveillée. En fait, je n'ai jamais été aussi éveillée. » Elle se tourna vers Arturo. « Arturo, avant que nous ne signions les papiers de fusion plus tard, je pense que nous devons clarifier le calendrier des actifs. Plus précisément, la section concernant les biens nantis. » Arturo hocha lentement la tête. Il commençait à comprendre le jeu. « Continuez, Elena. » « S'il manque un actif répertorié comme garantie pour l'entreprise, dit Elena, regardant directement la bague en saphir, alors la fusion est une fraude, n'est-ce pas? Techniquement, oui, dit Arturo. La découverte d'un détournement d'actifs significatif annulerait le contrat et pourrait potentiellement déclencher une enquête criminelle. Carla fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? C'est juste une bague. Ce n'est pas juste une bague, dit Elena. C'est le saphir solaire, mais plus exactement, c'est le saphir de la Serna. Il est répertorié comme l'actif NO404 dans la fiducie familiale. Il est assuré pour 4 millions d'euros. La couleur quitta le visage de Carla. 4 millions? Marcos semblait sur le point de vomir. Elena, arrête! Nous pouvons en parler à la maison. Non, Marcos, nous en parlons maintenant, parce que tu as apporté la preuve au dîner. Elena pointa un doigt parfaitement manucuré vers la main de Carla. Cette bague est une propriété volée, et vous, Carla, êtes actuellement en possession de biens volés. Dans l'État de New York, Madrid, la possession de biens volés évalués à plus d'1 million d'euros est un crime grave. Selon le juge, jusqu'à 25 ans. Arturo sirota son vin, ses yeux brillants. Carla retira sa main de la table, comme si la bague était soudainement devenue brûlante. Elle attrapa sa serviette et couvrit sa main. « Il me l'a donné! Je n'ai rien volé! » « L'ignorance de la loi n'est pas une défense, Carla, » dit Elena, « surtout lorsque la propriétaire légitime est assise en face de vous, vous disant qu'elle est volée. »« Marcos !» cria Carla, se tournant vers lui. « Dis-lui qu'elle est folle. Dis-lui que tu l'as achetée. » Marcos ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était piégé. S'il admettait l'avoir volée, il irait en prison. S'il disait l'avoir achetée,
Il devait présenter un reçu de 4 millions d'euros. Argent qu'il n'avait pas. Bégaya Marcos. Je l'ai emprunté. Emprunté? Elena haussa un sourcil. Tu as emprunté une relique de plusieurs millions d'euros d'un coffre-fort de haute sécurité sans la permission de la fiduciaire. Ce n'est pas emprunté, Marcos. C'est un détournement de fonds. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Elena vibra à nouveau. Elle y jeta un coup d'œil. Victor, journaux confirmés. Marcos Soler a accédé au coffre 404 il y a 3 jours. Signature falsifiée détectée sur le bordereau d'entrée. Preuve vidéo sécurisée. La police est en attente, selon vos instructions. Elena sourit. C'était le sourire d'un prédateur qui venait de sentir le piège se refermer. Eh bien, dit Elena, levant les yeux, il semble que nous ayons un problème. Mon équipe de sécurité vient de confirmer le vol. Ils ont la vidéo de toi à la banque, Marcos. Carla laissa échapper un petit gémissement. Elle commença à essayer d'enlever la bague de son doigt, mais ses mains étaient moites et ses doigts gonflés par la nourriture salée et l'alcool. La bague ne bougeait pas. « Elle est coincée !» Carla paniqua, tirant sur le saphir. « Enlevez-la! Enlevez-la !»« Calme-toi, Carla !» siffla Marcos, saisissant son poignet. « Arrête de faire une scène !»« Je ne veux pas aller en prison !» cria Carla, sa voix montant à un ton hystérique. « Tu m'as dit que tu étais riche! Tu m'as dit qu'elle n'était personne! »« Je suis riche! » cria Marcos, perdant complètement son sang-froid. « Je suis le PDG! »« Tu » intervint Elena, sa voix comme un maillet frappant un bureau. « Tu es un directeur glorifié, Marcos. Et à partir de ce moment, tu es au chômage. » La pièce devint silencieuse. Même les serveurs cessèrent de bouger. « Tu ne peux pas me virer ?» se moqua Marcos. « J'ai construit cette entreprise. »« Mon père a construit cette entreprise, » corrigea Elena. « Tu as seulement loué la chaise, et selon la clause de moralité de ton contrat de travail. Section 8, paragraphe C. Commettre un crime grave et se livrer à des conduites qui nuisent à la réputation de l'entreprise sont des motifs de licenciement immédiat avec cause, sans indemnité, sans option d'achat d'actions. Rien. Elle regarda Arturo. Arturo, avez-vous les papiers de licenciement? Je pense que nous avons préparé un brouillon l'année dernière quand il a perdu ses 50 000 euros à Las Vegas. Par acquis de conscience, Arturo plongea la main dans sa mallette, qui était à ses pieds. Il en sortit un épais dossier. Il le plaça sur la table. « J'en ai toujours une copie, Elena. La prudence est une vertu. » Marcos fixa le dossier. Son visage devint une nuance de violet, qui s'accordait violemment avec la tache de vin rouge sur la nappe. « Tu as planifié ça? » murmura-t-il. « Tu m'as piégé. »« Je ne t'ai pas dit de voler la bague de ma grand-mère, Marcos, » dit Elena, « et je ne t'ai certainement pas dit d'amener ta maîtresse à mon dîner d'affaires. Tu as fait tout le travail. »« Je l'ai juste... » Je mis la table. Carla continuait à s'égratigner le doigt. « Elle ne s'enlève pas. Aide-moi. » Elle attrapa un couteau à beurre, l'air assez désespéré pour se couper le doigt. « Ne fais pas ça, » dit Elena sèchement. « Tu vas endommager la monture. »« Je me fiche de la monture !» cria Carla. Elle se leva, renversant sa chaise. « Je m'en vais, j'en ai assez. »« Asseyez-vous, Carla, » ordonna Elena. L'autorité dans sa voix était absolue. Carla se figea. « Tu ne peux pas partir, » dit Elena, « parce que la police est déjà dans le hall. Si tu sors par cette porte avec cette bague à ton doigt, tu seras arrêté. » Carla s'effondra à nouveau sur le bord de sa chaise. Les larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage. Elle regarda Marcos avec une haine pure. « Tu m'as menti » siffla-t-elle. « Je n'ai pas menti » plaida Marcos. « J'allais la rendre. C'était juste pour un moment. Une fois la fusion conclue, j'allais t'en acheter une vraie. »« Alors elle est fausse » demanda Carla, l'espoir s'allumant dans ses yeux. « Non » répondit Elena pour lui. « La bague est réelle. Ses promesses étaient fausses. »
Elena se leva. Elle lissa sa robe de velours. Arturo, je crois que la fusion est annulée. Je ne peux pas, en toute conscience, permettre au groupe Science de fusionner avec une entreprise actuellement sous enquête pour détournement de fonds par un dirigeant. Arturo hocha solennellement la tête, bien qu'un léger sourire se dessine sur ses lèvres. « Je suis d'accord, Madame Soler. Nous retirons notre offre immédiatement. » Attendez. Marcos se leva, les mains tremblantes. « Arturo, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas partir. Les actions vont s'effondrer. Je serai ruiné. »« Tu es déjà ruiné, Marcos, » dit Elena. « Les actions se redresseront une fois que le conseil d'administration aura annoncé le nouveau leadership. Mais toi, » elle le regarda de haut en bas, « tu es un passif. » Elle se tourna vers Carla. « Maintenant, à propos de ma bague, nous pouvons faire ça à la dure ou à l'amiable. » Carla tendit la main, tremblant violemment. « Je ne peux pas l'enlever, je le jure. » Elena plongea à nouveau la main dans son sac à main. Elle en sortit une petite et élégante bouteille de lotion, une crème pour les mains haut de gamme, qu'elle portait toujours. « Tiens, » dit Elena, glissant la bouteille sur la table. « Utilise ça et fais attention si tu la laisses tomber. » Carla attrapa la lotion. Elle la frotta frénétiquement sur son doigt. Elle tordit et tira, haletant de douleur, alors que le métal raclait sur son articulation. Finalement, avec un pop humide, la bague se libéra. Carla la tint dans sa paume glissante. Elle la regarda une dernière fois, le symbole de la vie qu'elle pensait voler. Maintenant, ce n'était plus qu'un caillou qui avait failli lui coûter sa liberté. Elle regarda Elena avec une terreur pure. « Tenez, » dit-elle, tendant la main. « Je ne la veux pas couverte de ta lotion, » dit Elena froidement. « Lâche-la. »« Quoi? »« Lâche-la dans le verre, » dit Elena, pointant son propre verre d'eau gazeuse. « Lave-la. » Carla hésita. Tout le restaurant regardait maintenant. L'humiliation était totale. D'une main tremblante, Carla tint le saphir solaire au-dessus du verre d'Elena. Plink! La lourde bague frappa l'eau et coula au fond, pétillante en se posant. Le diamant brillait à travers le liquide et le verre, non contaminé par la sordide aventure. « Bien, » dit Elena. Elle ramassa le verre, agitant doucement l'eau. « Maintenant, Carla, je vous suggère de partir. La police est toujours dans le hall, mais si vous partez sans la bague, ils pourraient vous laisser partir avec un avertissement, en supposant que vous leur disiez exactement ce que Marcos vous a dit de faire. » Carla n'attendit pas. Elle ne regarda pas Marcos. Elle attrapa son sac à main et courut vers la porte, ses talons résonnant frénétiquement contre le parquet. Marcos était seul. Son amante était partie. Sa fusion était morte. Son travail était terminé. Il regarda Elena. « Elena, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Pense aux enfants. » Elena le regarda avec des yeux aussi secs qu'un désert. « Je pense aux enfants, Marcos. C'est pourquoi je m'assure que leur héritage ne soit pas dilapidé par un voleur. » Elle se tourna vers Arturo. « On y va, Arturo? Je crois que j'ai perdu l'appétit. »« Certainement, » dit Arturo, se levant. Mais la nuit n'était pas terminée. Marcos, désespéré et acculé, n'allait pas tomber sans se battre. « Tu ne peux pas simplement partir !» rugit Marcos, attrapant un couteau à steak sur la table. Ses yeux étaient sauvages. « Je t'ai faite. Tu n'étais qu'une triste héritière avant que j'arrive. » Les gardes de sécurité, les portiers du restaurant, commencèrent à se déplacer vers la table. Elena ne broncha pas. Elle regarda le couteau dans sa main, puis son visage. « Baisse ça, Marcos, avant que tu n'ajoutes agression avec une arme mortelle à la liste. » Le point de rupture. Plus une marionnette. Le silence dans la salle à manger privée de l'ambassade était absolu.
brisé seulement par la respiration lourde et haletante de Marcos Soler. Il se tenait là, un couteau à steak argenté serré dans sa main droite. Ses jointures blanches, le couteau n'était pas grand. Peut-être 10 centimètres d'acier dentelé, destiné à couper du filet mignon. Mais entre les mains d'un homme qui voyait toute sa vie s'incinérer, il ressemblait à un sabre. Les autres convives du restaurant s'étaient tus. Un serveur laissa tomber un plateau de verre au loin, le bruit résonnant comme un coup de feu. Mais Marcos ne broncha pas. Ses yeux étaient fixés sur Elena. « Tu crois que tu peux simplement tout reprendre? » cracha Marcos, de la salive volant de ses lèvres. « J'ai passé 10 ans à sourire à tes amis ennuyeux. 10 ans à prétendre que je me souciais du legs de ton père. Je l'ai gagné. » Elena ne bougea pas. Elle ne recula pas. Elle resta assise, parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux, le regardant avec une expression de légère déception, comme s'il était un enfant faisant une crise de colère dans un supermarché. « T'as gagné un salaire, Marcos, » dit Elena, sa voix calme mais audible, dans tous les coins de la pièce. « Tu as été bien payé pour faire un travail, mais à un moment donné, tu as confondu l'emploi avec la propriété. »« Je suis le visage de cette entreprise !» cria-t-il, agitant le couteau. « Sans moi, les actions s'écrasent, les partenaires partent, tu as besoin de moi. »« Regarde autour de toi, Marcos, » dit Elena, faisant un léger geste de la tête. Marcos cligna des yeux. Sa vision en tunnel s'élargit pendant une fraction de seconde. Il vit Arturo Sáenz, l'avocat, fourrant à la hâte des documents dans sa mallette, se distanciant du rayon de l'explosion. Il vit les serveurs terrifiés blottis près des portes de la cuisine. Et puis, il vit le mouvement dans l'ombre. Victor, le chef de la sécurité privée d'Elena, avait émergé du couloir. C'était un homme énorme, un ex-marine, avec le crâne rasé et un costume qui luttait pour contenir ses épaules. Il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient 2 agents de police, les mains